Bonjour François Bon, Lovecraft 1925, à 100 ans d'écart, une année avec Howard Phillips Lovecraft et jour après jour les petites notes qu'il prend dans son calepin concernant la vie quotidienne, mais la vie quotidienne en tant qu'elle est celle d'un auteur, donc ça inclut les trajets et les marches dans New York, ça inclut les discussions et les thèmes de ces discussions, ça inclut les doutes sur soi-même, ça inclut le corps et le physique, ça inclut ce qu'on mange, comment on dort, et tout ça pour nous, c'est une réflexion évidemment qu'on met hop là, en surplomb ou en superposition là de ce qui s'écrit. Alors on va être encore là dans l'histoire de Floyd Collins, le spéléologue qui est coincé depuis maintenant 5 jours là, dans le Kentucky. J'ai l'impression qu'à revivre ce genre de choses au jour le jour, justement ce côté, c'est pas le côté drame, c'est comme s'il n'y avait pas... on connaît la fin, on connaît les durées, mais à le revivre jour après jour, l'écart avec le temps s'annule et on le vit comme si c'était du présent. Et ça, je crois que c'est une des fonctions justement tellement essentielles de la littérature, même quand on lit le Grand Maune, que ça justifie aussi d'entreprendre ce genre de projet. Resituer un auteur là, dans le fil de ses jours, et quand le fil de ses jours est heurté, ou justement parce qu'on le prend par le fil de ses jours, c'est toute son époque qui le heurte. Et on va faire dans le même ordre aujourd'hui. On va d'abord regarder le New York Times, et puis ensuite on verra ce qui se passe de leur côté. Tout petit fragment de La ville sans nom, The Nameless City, justement un enfoncement dans la terre, mais écrit 2 ans avant le moment dont on parle. Alors un éclat soudain fantastique de la flamme me dévoila ce que j'avais tant cherché, l'ouverture de ces abysses lointains d'où avait soufflé ce vent brusque. Je faillis m'évanouir quand je découvris qu'il s'agissait d'une étroite entaille totalement artificielle, ciselée en pleine roche. J'y poussai ma torche, révélant un tunnel noir dont l'arche du plafond s'abaissait progressivement sur un minuscule escalier aux marches nombreuses en forte pente. Je reverrai toujours ces marches dans mes rêves, maintenant que j'ai appris ce qu'elles signifiaient. Dans l'instant, je pouvais difficilement savoir si c'était des marches ou seulement des empreintes de pas dans une vertigineuse descente. Dans mon esprit tourbillonnaient de folles pensées, les mots, les avertissements des prophètes arabes semblaient flotter sur le désert de ces contrées que les hommes désignent comme la ville sans nom, celle que les hommes n'osent pas connaître. Et cependant, à peine si j'hésitais un instant avant de me risquer par le portail et entamer pied à pied une descente précautionneuse dans ce passage comme au long d'une échelle. C'est seulement dans les terribles fantasmes des drogues ou du délire que quiconque peut avoir connu une telle descente que la mienne, les 3 boyaux descendaient infiniment comme dans quelque puits hideux et hanté, et la torche que je tenais au-dessus de ma tête n'aurait pu éclairer les profondeurs inconnues où désormais je rampais. Je perdis le compte des heures, sans jamais penser à consulter ma montre, même si de simplement penser aux distances que j'avais traversées me terrorisait. Plusieurs fois, je changeais de direction dans les pentes et une fois, je me retrouvais dans un passage long et très bas où j'eus à ramper, les pieds les premiers sur le sol rocheux, tenant ma torche à bout de bras au-dessus de mon visage. Il n'y avait pas assez de hauteur même pour s'agenouiller et recommençait ensuite les marches en pente et je continuais cette descente interminable quand ma torche affaiblie s'éteignit.
Je ne crois même pas l'avoir remarqué à ce moment-là, parce que lorsque je m'en aperçus, je la tenais encore à bout de bras au-dessus de moi, comme si elle brûlait encore. Cet instinct pour l'étrange et l'inconnu qui avait fait de moi un errant sur la terre, un chasseur de lieux reculés, interdits et anciens, me déséquilibrait. I was quite unbalanced with that instinct for the strange and the unknown which has made me a wanderer upon earth, a haunted of far ancient and forbidden places. Alors ça c'est la prose de Lovecraft, et pour moi c'est ce qui renvoie aussi en profondeur à l'histoire de ce Floyd Collins. Alors, petite rectif, merci, c'est tellement bien de faire tout ce travail-là ensemble. Hier, j'avais fait une petite erreur d'attribution. J'avais mis une photo où c'était effectivement Floyd Collins, là, coincé derrière des roches là, en tant que spéléologue. Et j'avais mis une autre photo de face, et non, c'était un gars dont le surnom c'est Squitz, et le nom Squitz Miller. Et ce Squitz Miller est un journaliste, et un journaliste qui justement était un des premiers à se rendre sur le sauvetage, et comme il était de petite taille, eh bien, à descendre lui-même là à la rencontre de Floyd Collins, là, pris dans ses boyaux. Et évidemment, si vous accédez par le sommaire à la date d'hier, vous aurez la version corrigée. Et c'était l'occasion d'aller justement mieux comprendre qu'est-ce qui pousse ce type qui a l'âge de Lovecraft, donc dans les 35 ans, à devenir évidemment un de ces premiers explorateurs, découvreurs des sous-sols américains, mais à se risquer seul, sans aide, sans lien surface. Et il pense qu'on viendra à son secours parce qu'il a juste laissé sa veste là dans une toute petite fissure en pleine montagne, et il est descendu pendant plusieurs jours, et comme dans l'histoire de Lovecraft, c'est sa lampe à gaz qui s'éteint. Et là, dans le noir, plus possible d'aller plus loin, donc il va remonter en se tortillant là, dans ses interstices, et en se tortillant dans ses interstices, il passera un moment, un coude où l'effondrement se produira. Il semble que ce soit dans une roche assez friable, ça s'appelle Sound Cavern. Et là, a priori, c'est le vendredi, donc c'est seulement 48 heures après qu'un de ses fils découvre l'orifice, mais il ne peut pas descendre, et personne, les gens qui peuvent venir à son secours, ils sont trop épais pour descendre. C'est un jeune frère de Floyd Collins qui s'appelle Homer Collins, et là dans le PDF d'aujourd'hui on va voir, j'ai mis une photo de ce Homer qui va le premier descendre, donc alors que le frangin est déjà coincé là. Et coincé comment? Eh bien, on voit le buste qui dépasse vaguement, mais les jambes sont prises, le torse est pris, les bras sont pris. Et au-dessus de sa tête, il y a un ruissellement. C'est le supplice chinois de la goutte d'eau. Depuis 3 jours, une goutte d'eau éclate là sur son visage. Et pour lui, c'est peut-être encore pire que la torture. C'est une fois, de temps en temps, il crie, il appelle pour signaler sa présence. Mais c'est très bien que personne n'est venu. Il est dans le noir total. Et quand son frère va pouvoir établir le contact, il va lui donner une tasse de café, symboliquement. Il aura un petit peu de chaud, mais il peut même, pour atteindre son frère, et lui, il descend avec les pieds les premiers, et c'est une cavité où il peut même pas se retourner pour retrouver le frangin. Et c'est comme ça que vont commencer à s'organiser petit à petit les secours. Alors là, ça fait déjà 3 jours, et maintenant, on va aller voir dans le New York Times où ça en est.
Alors dans le dictionnaire auquel on ajoute chaque jour un petit peu des personnages, des lieux, des films, des livres, à mesure qu'on les rencontre dans le journal, sur le site même de ces Mammoth Cave National Park, il y a une page dédiée à Floyd Collins et donc à la tragédie de Sand Cave, février 1925. Voilà, Skitz Miller, ce journaliste là, mais qui s'est totalement impliqué dans les secours, mais qui justement, c'est là aussi où on voit cette relation de la presse et du temps, du simultané, deviendra celui qui tous les jours poste, mais depuis l'équipe de sauvetage même, le récit de ce qu'ils vivent. Alors voilà la une, comme d'habitude, un paysage qui pourrait presque se suffire à lui-même. Un professeur nommé le professeur Dart, encore comme quelque chose de très Lovecraftien, repensé dans l'abîme du temps, ces expéditions dans les coins les plus reculés de l'Australie. Eh bien là, on est dans une zone désertique de l'Afrique du Sud, et ce professeur Dart a trouvé un fossile de crâne plus vieux que celui qu'on estimait alors être le plus vieux, the Java Man, et toujours par contre cette chose, c'est un nouveau crâne qui pourrait situer la transition du singe à l'homme. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait le saut mental de l'arborescence, évidemment de la diversification des espèces. C'est vrai que cette année 1925, on va recroiser Darwin, et de façon très forte. C'est aussi des combats intellectuels qui ne sont pas gagnés. Mais cette aventure, moi, c'est ça que je trouve toujours merveilleux. C'est comment ces aventures sont l'aventure de la représentation humaine. Et c'est parce qu'on est aux limites, justement du côté scientifique, avec l'exploration, le terrain, ce crâne-là qu'on va tenir dans les mains, voilà, c'est pour Yorick, que ce qui pousse un Floyd Collins à s'engager dans ces boyaux de boue, et ce qui pousse un jeune type passionné d'Edgar Poe, Hawthorne et d'autres à écrire des récits d'enfoncement souterrain. La littérature et l'expérience du monde viennent là, au même endroit. C'est ça pour nous, évidemment, qui compte. Alors où est-ce qu'il est, Floyd Collins? Eh bien, il est là, Cave Prisoner Hit and New Rock Slide, nouvel effondrement rocheux, puisque là on est donc le 5 février, on est le jeudi 5 février, toujours un décalage d'une journée avec nous. Et bien les sauveteurs n'entendent plus rien, plus de contact, plus moyen de temps en temps, il y avait toujours ces appels de Floyd Collins. Là, ces appels ont disparu. Donc ça, c'est en première page. Il y a un fait divers. Alors c'est l'Ohio. Alors vous savez, il est de bon ton aux USA de se moquer de l'Ohio. Mais ici, on s'en moque pas parce que l'Ohio, c'est aussi le Cleveland de Hart Crane, Samuel Loveman, George Kirk. Et alors, on est à l'université, figurez-vous, l'université d'État de l'Ohio. Eh bien, des drôles d'expériences ont été faites dans des médicaments que des carabins. Oh, c'est une jolie plaisanterie. Et si on mettait de la strychnine dans les petites gélules? Et là encore, est-ce que c'est le fait divers? Bon, bien sûr, le fait divers, il est du rail. Alors cet article, c'est celui que j'ai choisi de traduire aujourd'hui. Ça fait cette discipline aussi pour moi. Qu'est-ce qu'elle est constitutive? Sinon, tu survoles. Et par contre, ces questions-là, regardez dans la science-fiction, c'est des trucs d'anthrax, là, de virus, regardez la mort de James Bond, dans la suite de ces films, je ne sais pas s'il y en aura d'autres désormais, eh ben, est-ce que là encore, il n'y a pas un tout petit rouage où l'imaginaire le plus négatif ici, l'imaginaire de la destruction de l'espèce humaine, comme si elle n'était pas capable d'y procéder elle-même, participe de l'essence même du geste qui, lui, relève de la justice immédiate. C'est-à-dire ces gélules contaminées à la strychnine. Oui, mais
il y a 3 étudiants qui sont morts. Et tout d'un coup, il y a les noms des victimes, il y a la vie des victimes. Voilà. Alors, je ne veux pas insister là-dessus parce que je voudrais garder ça, vous voyez, comme une sorte de fresque où tous ces éléments interagissent en permanence. Mais au milieu de ce qui interagit, il y a l'écriture et en faire récit. Et en faire récit, c'est notre tâche à nous, toujours, aujourd'hui. Bon, mais ça, je le dis tous les jours, alors attendez, c'est pas la peine d'y insister comme je le fais. On va réduire un petit peu, aller voir dans les pages suivantes. J'ai relevé cette belle publicité sur une pleine page, toujours ces histoires de magazines. Vous savez, on a parlé de Hombo, évidemment, Weird Tales. Tout d'un coup, cette diffraction entre le livre et la presse qui passe par, justement aussi, ces trucs genre Reader's Digest, et tout ça. Donc, l'émergence d'un format d'écriture et d'un rapport de l'écriture au monde réel qui sont à la fois une possibilité pour les auteurs de s'affirmer comme tels et de l'exercer en tant que métier. Si Faulkner a écrit 400 nouvelles, ou combien Hemingway a-t-il écrit de nouvelles? Et ce statut-là de l'auteur, en fonction du surgissement de supports différents. Bon, pour Lovecraft, là, ça va se matérialiser avec Weird Tales, mais il va participer lui aussi à des tas comme ça d'aventures éditoriales hors du livre. Et cette expression, je la prends au plus solide. Voilà, par exemple, ce True Story Magazine. L'époque ne changera pas pour vous. C'est à vous de changer avec l'époque. Voilà un slogan. N'empêche que la question, c'est des histoires vraies. Oh, c'est fantastique, non? Ça part d'une histoire vraie. Si je te le dis qu'au départ, c'était une histoire vraie. Qu'est-ce que ça change à la littérature? Justement, ouvrons simplement la question. Et tout l'enjeu du fantastique est là. Apparaît aussi. On avait parlé l'autre jour de sa lecture de Conan Doyle. Eh bien voilà ce film qui va être aussi une balise du cinéma muet, évidemment. The Lost World, première mondiale, d'après le livre de Arthur Conan Doyle, avec le nom des acteurs, et c'est projeté au Astor Theatre, donc des lieux les plus prestigieux de New York. Et là encore, obligation de passer par le dessin pour rendre l'illustration du film. Et très longtemps, je me souviens de cours de Jean-François Lyotard à Paris 8, vers 1980, qui lui, délibérément insistait sur pourquoi l'affiche de cinéma très très longtemps, avait été repassé par le dessin plutôt que de s'en tenir simplement à des images prises au film. Là, on a typiquement l'émergence là de cette dramaturgie de l'image qui pourtant n'a aucune existence par rapport peut-être la ressemblance de l'héroïne ici, pensive, qui tourne le dos d'ailleurs, c'est une grosse sphère avec une représentation de Paul, donc ça doit bien être la Terre, et puis la grosse bête qui monte dessus, mais on est bien là dans cet interstice esthétique là entre l'image filmique qui reproduit l'illusion de réel et l'illusion du dessin l'illusion de monde refabriqué par le dessin, qui est comme une vision, comme quelque chose aspiré à distance, mais qui ne prétend pas à restitution de réel. Vous voyez la difficulté que j'ai moi, à préciser un petit peu ça. Eugene O'Neill, Désir sous les zones au théâtre. Et bien sûr, le film The Lost World de Lovecraft et ses copains iront le voir, mais patience, attendons qu'ils soient allés le voir pour en parler. Mais j'ai déjà mis dans l'index là de notre dictionnaire. Alors maintenant, tout simplement, on va revenir à notre calepin. Petit agenda 1925 et la petite case marquée jeudi 5 février. On a 4 lignes. Hoplite. Bon, ça vous connaissez, il n'y a plus besoin de traduire. Lever tard. Mais vous verrez demain, regardez, d'ailleurs, tiens, allez, spoilons un petit peu. Regardez le 6. Je vais me coucher
à 7h30 du soir et je dors 24 heures d'affilée. Oh, ça vous obligera à revenir demain, hein? Puis si vous voulez un petit peu plus, ben vous vous inscrivez pour que le PDF vous arrive. Mais là, ce qui va se passer, c'est que Sonia, il y a de grandes fatigues, elle a été hospitalisée encore à Cincinnati, et en plus de ses problèmes pulmonaires, la pauvre, elle doit affronter le fait d'avoir l'œil, les yeux infectés par... bon, il va se révéler demain, là encore, c'est pas grave, qu'il s'agit d'un petit corps étranger, une escarbille de train qui s'est fichue dans l'œil, mais elle va passer toute la nuit assise sur le rebord du lit, et le seul moyen de pas trop souffrir, c'est qu'on a vu que Lovecraft s'était acheté un petit radiateur électrique à bain d'huile, eh bien, c'est de se mettre là, directement, tout contre, le front contre le radiateur, et elle va passer toute la nuit assise, donc ça fait 2 jours, donc elle ne dort pas. Pendant ce temps-là, donc c'est une chambre qu'ils ont louée pour son voyage qui est à l'étage, à côté de celle de Kirk. Et Kirk laisse à Lovecraft la disposition de sa chambre, et Lovecraft, il est juste à côté, les portes de communication sont ouvertes, je suppose. En tout cas, il y va régulièrement. Et il est là dans la chambre de Kirk à lire, et il mettra ce petit détail que Kirk, au matin, va leur apporter du café bien frais, comme ça leur fera plaisir. Et donc Telegraph Office, Sonia, elle aurait dû repartir à Cincinnati et aller au travail. Non, on décale. Mais on décale de quoi? De 24 heures. Et oui, là, tout d'un coup, on n'est plus dans ces espèces-là de types là, qui jouent à l'écrivain, qui achètent des livres et qui se débrouillent à placer leurs récits et qui ont leurs grandes discussions. Non, c'est pas incompatible. C'est une question de la vie et l'implication dans l'écriture. Et c'est pour ça que ce journal est précieux. C'est pas Lovecraft en lui-même, c'est le fait que ce soit documenté au détail près, dans les durées même. La preuve encore, c'est que si à midi, Sonia est quand même allée pour ses questions de boulot, quand elle remonte, elle peut pas. On va prendre un taxi pour revenir là de Barrow Hall jusqu'à Brooklyn. Et la suite à demain pour ce qui concerne Sonia. Donc voilà ce que je vous envoie aujourd'hui. Donc cette photo, pour moi, c'est les regards ou l'absence de regard, lui qui regarde directement l'appareil photo. Vous savez, c'est ces gros machins avec un gros flash au-dessus. Là. Il y a des journalistes, là, ces appareils de l'époque. On y reviendra d'ailleurs sur ces matériels-là. Les autres, là, ils sont tous serrés via les casquettes, tout ça, ils sont tous usés par le truc sans sommeil. Lui, quand même, il a gardé sa pipe, c'est lui qui est chargé. Oui, mais ils sont tous pleins de bouillasse, de boue. L'autre, là, qui regarde aussi, lui, directement l'appareil. D'autres ferment les yeux. Homer Collins, le jeune frère, là, qui vient d'émerger de lui aussi 48 heures sous la terre pour ne pas laisser son frère dans la solitude. Et il émerge. Et évidemment, cette photo, je voulais la reprendre. J'ai pas eu besoin de développer beaucoup puisque c'est cette question-là de Sonia qui est principale. Voilà l'article du New York Times là, sur ces gélules empoisonnées à la strychnine. Vive l'Ohio. Tiens, un mariage forcé, un mariage trafiqué, mais qui implique la New York University. C'est secondaire, mais ça donne aussi un petit fait divers, que si j'avais pas si grave, parce que je le vis intérieurement maintenant, cette histoire de Floyd Collins, c'est comme quelque chose, c'est pour ça que pour moi il fallait lire ça, c'est ce qui nous relie à la Terre, et c'est au point que, tiens, allez, spoiling pour ceux qui font les 2 expériences. Là, dans mon cycle d'atelier d'écriture, l'atelier hebdo, on va prendre un texte sur la terre de Tarkos. C'est ça pour moi qui me renouvelle dans mon propre présent d'écriture. Alors, c'est un brave type, un boy, donc il n'était pas vieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé un taxi. Ouais, il part avec le taxi. Évidemment, ça peut se maquiller, se revendre et tout ça. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un petit bébé sur le siège arrière. Et quand il a piqué le taxi à proximité du chauffeur, peut-être en train de descendre les valises de la passagère, il ne s'était pas aperçu qu'il y avait un petit bébé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener le taxi et le bébé. Voilà, c'est gentil comme tout. Et ça suffit pour aujourd'hui. Mais je vous l'ai mis là, le PDF bilingue de cette histoire, The Nameless City.
Hier, c'était Randolph Carter. Aujourd'hui, la ville sans nom. Mais on commence à être dans l'intérieur du travail de cette jonction. Et là, si on continue tous ensemble, on gagnera notre coup.